3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Kevin Lenouaille est à nos côtés, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Forest de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vous Grégoire. êtes directeur des investissements de Candriam et Eric Venet à nos côtés également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. C'est une conversation toujours animée entre les marchés et la Réserve fédérale américaine au moment où Jérôme Powell témoigne et livre son témoignage semi-annuel devant le Congrès. Le marché a quand même bien reconsidéré sa position ces derniers mois sur le calendrier des baisses de taux. On est passé de 6-7 baisses de taux anticipées pour 2024 à 3, 4 aujourd'hui, ce qui est conforme à ce qui avait été signalé par la Fed en décembre dernier. Est-ce qu'on trouve là, Nicolas, un équilibre qui peut satisfaire tout le monde, ou est-ce qu'il faut imaginer que ce calendrier puisse encore être modifié dans les prochains jours, semaines ou mois? Alors la mode des derniers jours, et on reçoit pas mal de papiers de recherche, et si la Fed ne baissait pas les taux en 2024 puisqu'effectivement il y a eu beaucoup de révisions, vous avez raison de le rappeler. Nous, on a toujours tablé sur 3 baisses de taux de la Banque centrale américaine en 2024. L'idée, c'est des baisses de taux graduelles, on commence en juin et on en fait une par trimestre. Aujourd'hui, en ce début du mois de mars, nous on pense qu'on reste encore dans cette incertitude, les choses vont s'éclaircir autour du mois de mai, tant pour la Banque centrale européenne que pour la Banque centrale américaine, quand on aura une meilleure vue aussi sur l'évolution des chiffres d'inflation. Mais tout de même, l'inflation, qui était presque à 8% aux États-Unis, redescend graduellement sous les 3%. Donc peut-on justifier de maintenir un taux directeur à 5,50, 5,25, qui est un territoire quand même assez restrictif? Il nous semble qu'il y a de la place pour un peu ajuster à la baisse les taux d'intérêt. Alors évidemment, la grande question pour moi, c'est quel est le taux d'atterrissage? Quel est le taux neutre des politiques monétaires? Ce qui est un taux neutre, c'est le taux pendant lequel, ou à partir sans friction, il n'y a plus de friction. Il n'y a pas de friction sur neutre pour l'économie. C'est ça. Et c'est très difficile, c'est un taux théorique qu'on ne connaît pas, ça dépend un petit peu de l'évolution du potentiel de croissance des économies. Et là, on ne le connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux neutre américain est substantiellement plus élevé que le taux neutre européen. Mais on est encore en territoire restrictif, on va l'être davantage. Si l'inflation continue à baisser, la Fed pourrait baisser, commencer à faire une petite baisse de taux. J'ajoute aussi que, comme vous le savez, les élections américaines approchent au mois de novembre. Et la présence ici au Congrès montre bien qu'il y a des élus démocrates qui sont plutôt en faveur de davantage de baisse de taux, là où les républicains attendent plutôt que la Banque centrale américaine soit du côté de la régulation bancaire et d'éviter, et pas vraiment sur la baisse de taux. Donc, tout mouvement de la politique monétaire, plus on s'approchera des élections américaines, plus sera considéré comme un acte politique. Donc ils ont intérêt à ne pas, s'ils doivent baisser les taux, attendre le mois de septembre ou d'octobre pour commencer cette logique-là, pour ne pas être taxé de politique. D'autant que, vous savez, Donald Trump a été très critique sur Jay Powell et voudrait remettre, et sans doute ne le remplacera pas à son échéance. Donc, un peu de baisse de taux, et sans doute, et c'est un peu ce qu'il a dit, faire une baisse de taux, et après, un peu attendre et voir comment les choses doivent être ajustées. C'est là où le message n'est pas évident à calibrer, et c'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui imaginent que la Fed ne sera peut-être pas en position de baisser ses taux cette année. C'est l'effet de marché. C'est-à-dire que depuis 4 mois quand même, et notamment depuis le discours de Jérôme Powell à l'occasion du FOMC de décembre, il y a quand même un effet de détente des conditions financières qui a été très très puissant, qui à la fois porte la croissance, ou en tout cas est sans doute un vent porteur pour la croissance, et qui peut questionner quand même le banquier central américain sur la manière dont le marché va réagir quand il délivrera ou signalera explicitement l'arrivée d'une première baisse de taux. Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta s'en est ému. Il parle d'un risque d'exubérance refoulée des marchés le jour où la Fed entamera justement son cycle de baisse de taux. Il ne veut pas que le marché perçoive la première baisse de taux comme étant le début d'un cycle de baisse de taux automatique à chaque meeting, etc. Parce qu'il a peur de voir les marchés et même les entreprises américaines repartir à l'assaut de la croissance d'une certaine manière dans un contexte où la désinflation serait encore fragile. Donc il y a beaucoup d'éléments. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Est-ce que la Fed doit prendre en compte un peu l'évolution de la stabilité financière? Certainement. Maintenant, est-ce que la performance des marchés actions et des classes d'actifs risqués sur les premiers mois de l'année est due
à des antillations de baisse de taux. On n'a eu que des taux c'était le cas en fin d'année. Oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Les taux n'ont fait que monter depuis le mois de janvier. Oui. Donc l'appréciation des marchés d'actions, notamment américains, est quand même due à la dynamique autour de certaines sociétés, la grande concentration, des résultats qui sont notamment liés à tout ce qui est les Magnificent Seven, à tout ce qui est aussi... Mais c'est parti d'une détente des conditions financières. Les spreads se sont resserrés, ce n'est pas lié vraiment à la politique monétaire. Maintenant, c'est vrai que la politique monétaire, le grand risque de tous les politiques monétaires aujourd'hui, serait de faire la baisse trop tôt et de revenir en arrière. Là, c'est un vrai problème de crédibilité. Et donc, ils veulent pas le faire trop tôt, je conviens. Maintenant, les conditions financières aujourd'hui, elles sont pas liées vraiment elles ne sont pas uniquement liées à la politique monétaire, puisqu'il y a une révision considérable à la hausse des taux. Et vous savez, si demain, ils baissent les taux de 2 ou 3 fois, je suis pas sûr que ça va dramatiquement changer et les taux d'intérêt longs et la bourse américaine. Ils ont peur de voir l'animal spirit américain repartir trop vite, trop fort, quoi. C'est un peu ça, quand même, j'ai l'impression, dans le discours de certains. En tout cas. Bien sûr, mais le mandat de la Fed, c'est quand même un mandat qui est à la fois lié au marché de l'emploi, qui est très fort, mais qui est lié aussi à l'inflation. Donc, voilà. Maintenant, là où je rejoins, et on fera peut-être l'analogie avec la Banque Centrale Européenne, notre scénario, c'est d'anticiper 3 baisses du côté de la Banque Centrale américaine. Mais il est vrai que la situation en Europe et aux États-Unis est très différente. Et c'est vrai que la croissance est beaucoup plus forte aux États-Unis. La question se pose beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais nous, pour l'instant, on reste sur notre scénario. Le luxe de la patience que peut s'accorder la Fed, c'est pas la même histoire pour la Banque Centrale Européenne. Exactement. Alors, pour être fair, quand même, Jérôme Powell rappelle à chaque fois, il y a le risque de baisser effectivement trop tôt, trop vite, trop fort. Mais il y a aussi en face le même risque de baisser trop tard, trop lentement, avec une économie effectivement qui peut-être commencerait à s'essouffler un peu plus sérieusement que ce qu'on observe aujourd'hui. Je partage le diagnostic qui est évoqué. Par contre, je pense que la solution est pour moi un peu différente, c'est qu'il y aura pour moi une baisse des taux pour simplement acter effectivement le mouvement de désinflation. Et après, on sera directement dans les élections, donc il n'y en aura pas d'autres. Et ce qui permettra de faire attendre le marché en disant la situation économique et politique va tellement évoluer que pour l'instant ça ne justifie pas. Par contre, je fais ma baisse des taux et ça ne justifie pas. Alors, donc ça ne change rien. Ce que je veux dire, c'est que si faire 25 de baisse, ça... Oui, mais de toute façon... D'accord. C'est un peu ce que dit Bostic, qui dit, moi j'en veux une et une pause. Ça ne rien de toute façon. Oui. On en fait une et une pause. Moi je suis complètement d'accord avec ça. Il y en a une pour clore le débat. Voilà, c'est fini. Non mais pour installer j'entends. Vous ne pouvez pas garder le même taux que lorsque vous étiez à 7. Enfin bon, donc, mais après, ça ne se justifie pas. Et en plus, je crois qu'il ne faut pas gaspiller ses munitions. Parce que si jamais, effectivement, la situation se détériore... avec Trump ou pas, enfin j'en sais rien, là on pourra vraiment les justifier. Donc pour l'instant, bravo aux banquiers centraux, pilotage aux petits oignons. Bravo à eux ou à nous, j'en sais rien. C'est peut être un bravo collectif aussi. Parce qu'en fait, le marché s'est adapté. Effectivement, ça fait des mois et des mois qu'on dit il va en avoir 7, 6, 5, 4, 3, 2, enfin bon. Et puis finalement, le marché tient et il tient bien comme ça sans baisse des taux. Donc on n'a pas besoin de gaspiller pour moi des baisses de taux. Et pour rejoindre ce que disait Nicolas sur le Graal du taux neutre ou du taux terminal, c'est aussi un argument très fort désormais chez les banquiers centraux dans l'environnement actuel de dire cette recherche du taux neutre ou du taux terminal, elle doit se faire à petits pas, très graduellement. Oui, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Voilà. Oui. Non, je pense que pour ça, plus j'y pense, plus je pense que c'est bien. Après, bien. Donc il y a ceux qui sont à 0, ceux qui sont à 3, ceux qui étaient à, je ne sais plus, UBS, combien ils étaient. Il y avait peut-être 300 points de base de baisse de taux prévus chez UBS. Et puis ceux qui disent 1 pour le signal, juste pour l'exemple. Oui, quoi. Voilà. Mais par pour dire on est capable de le faire. C'est plus logique qu'en fin d'année où on anticipait 5, 6, 7 baisses de taux alors que la croissance était bonne. Donc, Après, la croissance a été quand même révisée à la hausse. Mais elle a été doublée. Tous les champs de la récession d'il y a encore 2023 s'attendaient encore à un ralentissement en 2024. Et la croissance américaine ne fait que surprendre. Regardez, positivement. Le consensus de Wall Street des économistes fin 2023 pour 2024, c'était 1% de croissance. 2 mois après, c'est 2. Exactement. C'est ça la doublé réalité. En 3 mois. Kevin, que vous inspire cette conversation autour de... Ce pugilat. Ce pugilat, cette conversation entre les marchés et la Fed. Et surtout, point très intéressant, c'est que tout ce qui s'est passé quand même sur le repricing du calendrier de baisse de taux,
à part nous faire discuter autour d'une table et avec 4 micros, ça n'a absolument pas défrisé les marchés, et notamment les classes d'actifs risquées. Absolument. Non, j'écoute avec passion, évidemment, ce que je viens d'entendre. Je m'entends quasiment avec tout le monde. C'est formidable, ça ne changera pas beaucoup. La synthèse de tout ça, mais je pense qu'on va s'entendre là-dessus, c'est qu'on sait qu'on ne sait pas, une nouvelle fois. Et en réalité, je me demande même si on n'a pas une imbrication, finalement, avec des banquiers centraux qui veulent ça également. C'est-à-dire que n'oublions pas, encore une fois, que ça fait plusieurs années quasiment maintenant qu'on n'a plus de forward guidance, on nous l'a enlevé, et qu'on nous rabâche en plus de cela qu'on sera data dependent. Donc très globalement, vous ajoutez à cela des données en effet macro qui sont sur un fil, vers à moitié plein, vers à moitié vide, tous les atermoiements qu'on peut avoir en effet en termes de publication, et on se retrouve en effet autour de cette belle table à discuter justement de 3, de 4, de 1. La vérité, c'est qu'aujourd'hui on ne le sait pas. J'aurais tendance évidemment à suivre aujourd'hui le consensus, c'est assez facile, mais en réalité 2 à 3 me semble assez logique. Oui, c'est pas juste le consensus, c'est ce que nous a signalé la Fed en décembre dernier. Absolument. Donc c'est le consensus plus le signal envoyé par la Fed. Ça s'entend du consensus, ça s'entend aussi vis-à-vis du calendrier également, comme vous le disiez parfaitement, qui va obliger fondamentalement à ne pas avoir finalement un déroulé assez net entre novembre et janvier, donc ça c'est très clair. Mais le point en effet de conclusion de tout cela, c'est que ça se fait sans psychodrame. Ça c'est assez incroyable. On passe d'un marché, le terme de recalibrage que vous employez, il est très intéressant. En fait, on se recalibre déjà au mois de décembre. Déjà au mois de décembre, on se recalibre et le marché part à 7, avec beaucoup en effet sûrement d'euphorie, etc. Depuis, on ne fait que recalibrer les choses, on passe de 7 à 3, 4. Ça se fait globalement dans non pas une euphorie, je suis relativement peu d'accord avec ça, mais dans un climat qui est en tout cas assez optimiste. Ça se voit sur les actions. Alors évidemment, avec la limite que ça oblitère, on parlera sûrement des valorisations tout à l'heure, ça se voit également sur le marché obligataire, parce qu'en réalité, même si on pointe assez régulièrement, et nous tous sûrement au milieu de la table, les taux longs, etc., et qu'on voit évidemment les govies avoir quelques volatilités sur les courbes longues à 7 à 10, ok, mais quand on regarde aujourd'hui les positions corporate que l'on a en portefeuille, on a même un écrasement des spreads aux US, ça se passe relativement bien. Donc aujourd'hui... Et pourquoi ? C'est quoi l'explication de ça ? Parce qu'encore une fois, le rallye action de fin d'année était fondé et accompagné par un rallye obligataire puissant, fondé sur l'idée justement un peu bad news is good news, ou en tout cas, il y aura un atterrissage et donc la Fed va y aller. Et comme d'habitude, une fois que la Fed a commencé à baisser ses taux, ça peut aller assez vite et assez fort. Là, c'est plus du tout la même histoire. Et pourtant, le marché action continue sur sa lancée. Alors ça, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on peut en venir aux valorisations. Je crois malgré tout que le marché garde en ligne de mire le mouvement. C'est-à-dire qu'au-delà de nos hésitations entre 7, 4, 1, etc., baisse de taux, le marché garde quand même en tête un mouvement en effet de baisse des taux à venir. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas encore dans l'extinction à considérer qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Si on parle de cela, en un autre scénario, on se retrouve dans un mois et a priori la situation n'est pas... Passer de 7 à 3, passer de 7 à 3, c'est une chose, passer de 3 à 0, c'est autre chose. Je le pense, notamment, alors tout dépend quel est le lièvre qui a fait courir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que si c'est l'inflation qui malheureusement pose problème et qu'on ne peut pas baisser les taux du fait de l'inflation, ça sera une problématique qui sera tout autre que si on devait ne pas baisser les taux parce que la croissance s'envole. Là, encore une fois, on en reparlerait. Mais le point qui me paraît intéressant, c'est que, reparlant des valorisations, là où peut-être on peut avoir ce débat, c'est sur le mouvement qui a été créé justement par la baisse de taux et l'attente. Outre l'amplitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, on peut considérer qu'il y a de très bons résultats, c'est tout à fait le cas, mais malgré tout, on a quand même des hausses moyennes de valorisation. On peut les retraiter d'ailleurs de la tech. On peut regarder S&P 505 ou 495, peu importe. On est quand même en haute fourchette de valorisation. Je l'entends malgré tout, à mon avis, justement comme un mouvement d'achat des baisses de taux. D'accord. C'est plutôt un mouvement de re-rating, de revalorisation. De mon point de vue, absolument, ce qui peut devenir dangereux à un certain moment, justement. Ouais. En tout cas, qui peut trouver une limite, oui. Ça, c'est sûr. Oui, mais dangereux, on peut. 30, nous disons toujours des dangers sur les marchés, hein. C'est un univers de danger. Commentaire, juste pour mitiger votre propos, si je regarde les petites et moyennes capitalisations boursières, par exemple en Europe ou même aux États-Unis, qui avaient connu un mouvement d'appréciation en fin d'année, corrélé à la baisse des taux. Oui. C'est quand même pas mal revenu. Et l'appréciation globale des marchés actions, elle ne se fait pas sur les petites et moyennes capitalisations. Donc ce sont les grandes compagnies, et certaines même qui sont riches de cash, qui bénéficient plutôt de taux élevés, qui aujourd'hui performent très bien. Donc je ne pense pas que le rallye boursier soit fortement et uniquement impacté par des inflations de politique monétaire, parce qu'elles ont même été complètement révisées. C'est aussi, il y a une autre dynamique qui est liée à des résultats. Et par rapport aux petites et moyennes capitalisations, qui sont aujourd'hui
plutôt pas chères, hein. Je ne sais pas si on sera d'accord autour de cette table, mais elles sont pas chères. C'est un peu la tarte à la crème. Quand est-ce qu'on va investir là-dedans? On en parle depuis des années. Mais ça paraît compliqué de vraiment réinvestir là-dedans si on n'a pas cette perspective. Ces perspectives plus claires de baisse de taux. Et là, on voit bien que les investisseurs ne sont pas revenus là-dessus. Donc, ils n'achètent pas complètement ce discours-là. Et sur la valorisation, pour revenir du côté obligataire, pour moi, ce qui est flagrant par rapport à ce que vous avez dit, évidemment, je souscris au marché du crédit. Hein. Nous, Candriam, on était très long sur le crédit depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les investisseurs aux États-Unis et en Europe, ils ne raisonnent plus en spread, ils raisonnent en yield. Ah oui. Oui. En absolu. Ah oui, ils raisonnent en absolu. D'accord. Parce que le taux absolu, on est sorti tellement d'une décennie perdue en Europe pour le monde obligataire, on est revenu à des taux intéressants, et beaucoup d'investisseurs ont raisonné en yield, y compris aux États-Unis. Et ce yield, il est intéressant, et donc ça a amené quand même à une dynamique. Il y a aussi des dynamiques techniques très favorables pour l'investissement obligataire, y compris crédit. Je ferais remarquer que la prime de risque action aux États-Unis, elle est peut-être nulle, voire négative, hein, par rapport à un niveau de taux, effectivement, qui est très différent de celui qu'on avait il y a quelques années. Hein. Voilà, mais c'est vrai que même sur les grandes capitalisations, il est évident qu'il y a des antillations de baisse de taux. Mais ce que je veux quand même dire, c'est qu'on voit bien que dans la structure de marché, il n'y a pas que ça. Entièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approche, elle est duale. Et en effet, hein, il y a les deux. Encore une fois, moi, je réinsistais sur notamment les bénéfices, c'est-à-dire, encore une fois, quand on parle de valorisation, où est-ce qu'on la regarde? En effet, les bénéfices en tirent une partie, et en effet, les baisses de taux n'en tirent qu'une autre partie, c'est très clair. Sur les petites et moyennes capitalisations, c'est un tout autre débat. Je pense là aussi, il y a une envie qui est très importante, en effet, de repasser acheteur. Ce qui nous manque, c'est très clairement le flux. De ce point de vue-là, j'ai peine à le sentir, parce que nous-mêmes sommes pris un peu dans cette trappe small et mid cap. J'ai peine à sentir justement cet effet de flux plein aujourd'hui. Comment est-ce que le flux justement empêche ce redécollage? Parce que en effet, en termes de valorisation, je suis assez d'accord avec vous. Nous ne voyons que ça au milieu de la carte. Oui, c'est ça. Ouais, absolument. Oui, il manque encore la case flux à cocher, et donc la case baisse de taux. J'ai l'impression que c'est une classe d'actifs qui est très corrélée quand même. Absolument. À ces mais sur ces classes anticipations d'actifs, on est quand même passé pour partie aussi sur des récessions bénéficiaires il y a quelques temps. N'oublions pas. Ce qui était moins le cas typiquement sur les larges. Je ne cite pas les mégas évidemment, mais sur les larges caps. Bien sûr. Donc on peut trouver sûrement un équilibre ici. Eric. Moi, je voulais juste dire qu'en fait, par rapport en fin d'année, on s'interrogeait beaucoup sur les résultats, hein, quand même, de quel type de résultats on avait. On a été rassurés, en fait, par les bons résultats qu'on a eu là en début d'année, ce qui nous a fait dire que on avait bien fait de monter. Point. Et donc maintenant, on attend la prochaine étape. Donc pendant quelques mois, quelques semaines, on va tergiverser autour de la table, baisse de taux, peu importe. Et après, hop, on attendra les prochains résultats, parce qu'on n'a qu'une visibilité, en fait. Le problème, il est là, c'est que Et si on prend les résultats des 7 magnifiques, je veux dire, ils ont, explosé quand même. C'est des résultats, c'est des 100%, 200% de progression des IPS sur un an. Hein, enfin, donc pour certaines d'entre elles. Hein, donc c'est pour ce groupe-là, effectivement, je parlais même pas de ces groupes-là. Je parlais même pas de ces groupes-là, mais sur d'autres globalement. Plus globalement, on était quand même globalement rassurés quand même donc mise à niveau, et puis maintenant on va tergiverser sur la baisse des taux, mais je crains qu'on fasse du surplace, parce qu'on n'aura pas plus de réponses, puisque ça ne change rien de toute façon. On est tous d'accord qu'on va en avoir une, point, et what else, quoi. Et small et mid, alors c'est l'opportunité de 2024? Non, mais c'est mort. C'est mort? Oui, bon, je l'ai dit le mois dernier. Parce qu'il n'y a pas de flux, c'est tout. Oui, mais enfin c'est mort aujourd'hui. Oui, mais d'accord, mais on raisonne, aujourd'hui on raisonne à très court terme, au mois. Enfin, vous n'allez pas rester dans des mid, des small, ça peut durer combien de temps? Pendant ce temps-là, vous avez Nvidia qui prend 2% par jour, donc vous ne pouvez pas vous permettre de... Je pense qu'il faut y aller. Alors, on y est allé, on en avait déjà parlé en fin d'année. Non, mais il faut préparer à mettre des touches quand même dans ce segment-là de marché. Non, pas spécialement. Non, depuis un mois, c'est fini, on a arrêté, parce que on avait déjà parlé, parce que ça ne sert à rien d'aller contre le marché n'en veut pas. Donc, Et le catalyseur, c'est quoi, la baisse de taux alors? S'il y en a qu'une, s'il y en a une, ça sera ça, oui. Mais si vous avez une baisse de taux, ça sera davantage derrière l'euphorie. Enfin, ça sera pas l'euphorie, mais une vision de marché. Là, on en est juste, on ne sait pas où on sera dans un mois ou deux, c'est tout. Enfin, à part où l'intelligence artificielle va nous faire encore 50-60% de croissance des bénéfices, enfin des profits. Le reste, on ne sait pas très très bien où on va. Donc, tant qu'on n'aura pas... C'est pour ça que je pensais que enclencher une baisse des taux nous donne un horizon. C'est-à-dire qu'à partir de là, au pire, on stagne un peu, au mieux, on enclenche des baisses de taux. Et ça vous donne un horizon financier. Et là, vous pouvez
vous permettre de faire des mid et des small. Mais ça veut dire quand même que le marché achète pas totalement cette histoire de croissance américaine, voire de réaccélération de la croissance américaine. C'est pourtant, enfin, on va sortir encore un premier trimestre aux États-Unis. Alors, le calcul du PIB au T1 est toujours compliqué avec des effets de saisonnalité importants, mais je regardais le GDP d'Atlanta, on est encore à plus de 2, hein, enfin, je veux dire, sur le premier trimestre. Hein. Ça justifie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la cohérence aurait été de voir justement des parties un peu plus cycliques du marché revenir sur le devant de la scène à la faveur d'une croissance qui non seulement n'atterrit pas, mais se maintient à un niveau encore assez élevé en termes de croissance nominale aux États-Unis, quoi. Sauf qu'on n'est pas tous d'accord sur la croissance. Et voilà. Donc, on revient à la case départ. Quand vous n'avez pas de visibilité, ça ne sert à rien d'aller laisser de l'argent sur des valeurs, même elles sont superbes. Et ça me fait mal de dire ça, parce que j'aime bien ce segment-là, mais ça ne sert à rien. BCE, donc, qu'est-ce qui différencie l'enjeu pour la BCE de l'enjeu pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, Nicolas ? Alors, pour les fans de politique monétaire dont je fais partie, mais qui ne sont pas forcément super nombreux, je crois que la grande question de 2024, la vraie question, c'est celle du découpling, du découplage. C'est-à-dire que la politique monétaire européenne, classiquement suit celle de la Fed. Ils ont monté les taux à la suite de la Fed avec un peu de retard. Ils sont maintenant tous à un niveau un peu plafond. Et la question, c'est celle du découplage. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné que la Banque centrale européenne puisse baisser les taux de façon même plus importante que la politique monétaire américaine ? Et il y a beaucoup de raisons. L'inflation qui reflue fortement, une croissance qui est plus faible, mais d'un autre côté, un potentiel de croissance qui est quand même beaucoup plus faible en Europe. Et l'autre point aussi qui me semble très important, c'est la dynamique fiscale qui est assez incertaine aux États-Unis, qui dépendra évidemment du nouveau président et de la nouvelle administration. Mais ce qu'on entend de Trump, s'il y a des potentielles nouvelles baisses d'impôts, il faudra comparer ça à ce qui se passe du côté de la politique budgétaire européenne, qui est plutôt dans un territoire légèrement restrictif. Légèrement restrictif. Légèrement restrictif ? À 5% de déficit en France ? Ils sont... Ouais, ils essaient quand même de réduire... Oui, ceux qui sont restrictifs le sont toujours, ceux qui sont moins restrictifs continuent d'être moins restrictifs. Il n'y a pas d'addition de stimulus. D'accord, je comprends. Il n'y a pas d'impulsion supplémentaire. Il n'y a pas d'impulsion supplémentaire sur le déficit. C'est une conséquence. Par contre, et ça c'est vrai, c'est un point d'économiste, à même niveau de déficit, compte tenu de l'inflation plus faible et compte tenu du fait que les aides qu'on a retirées, maintenant il n'y en a plus besoin, il y a quand même finalement même un peu, ça aide quand même une partie des ménages. Mais quand je parle de découplage, le découplage, il peut avoir lieu. C'est la Banque Centrale Européenne. Nous, on est aussi sur 3 baisses et une baisse par trimestre. Et je pense que c'est du côté de la Banque Centrale Européenne, c'est du côté même des taux obligataires européens, si on avait une surprise, où elle pourrait avoir lieu. Et c'est vrai que d'un point de vue valorisation pour l'investisseur obligataire, je pense que sur le plus moyen terme, les obligations européennes, elles sont attractives parce qu'on est dans un monde quand même où la croissance européenne, elle est super faible. Le potentiel de croissance européen est super faible. On va se retrouver avec une inflation proche des 2%. Ça ne sera pas justifiable. Ça ne sera pas justifiable de maintenir des taux de banque centrale à 4%. Et donc, quitte à prendre de la duration, vous préférez la prendre en Europe, sur les souverains européens, plutôt qu'aux États-Unis. Je pense clairement, je pense que les investisseurs sont revenus. On voit aussi quand même des flux massifs sur l'obligataire, aussi en ce début d'année. L'investisseur obligataire est revenu, c'était un grand thème qu'on avait lancé il y a un an. Ça a venu avec du temps, mais ils sont revenus au dernier trimestre, au premier trimestre. Et le niveau, je parlais de yield au total, ça reste attractif. Regardez la dette italienne. Regardez la dette italienne. Oui. Les investisseurs italiens, ils avaient du cash et ils avaient des equity. Ils peuvent revenir sur cette dette italienne. Si en plus on pense que la Banque Centrale Européenne a la trajectoire de baisser les taux et que ça va bien, eh bien, il y a des flux structurels qui peuvent revenir. Et donc, moi, je crois que oui, c'est plus rassurant que du côté de la Banque centrale américaine, où la croissance est très forte, où il y a une grande incertitude fiscale, une grande incertitude politique. Et donc, ce découplage, c'est un peu la question pour moi de 2024. Bon, je rappelle que quand même l'histoire nous a montré que la BCE pouvait tout à fait se découpler de la Fed, puisqu'ils ont monté les taux en 2008, juillet, et qu'ils les ont montés en juillet 2011. Non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on me dit toujours, non mais c'est impossible, la BCE tu. Bon, quand il s'agissait de monter les taux en 2008 et 2011, donc c'est asymétrique, on est d'accord. J'ai quand même entendu Christine Lagarde il y a 15 jours rappeler effectivement, alors elle l'a pas dit comme ça, mais rien dans le mandat de la BCE ne disait qu'il fallait être dépendant des mouvements des autres banques centrales. Elle l'a
explicitement réaffirmé que les mouvements de politique monétaire de la BCE étaient totalement indépendants des mouvements des autres banques centrales. Non, mais ça va mieux en le disant et en le rappelant quand même à un moment où la question se pose. Est-ce qu'elle aura le courage de le faire parce qu'il y a urgence quand même. Mais moi, je pense par contre qu'effectivement, c'est pour ça que courage. Je ne sais pas si c'est une question de courage vis-à-vis de la Fed. Je crois que pour l'instant, ils sont vraiment collés sur la lecture des salaires, que c'est très compliqué pour eux et qu'il y a un vrai débat qui peut s'entendre sur la question d'une inflation salariale trop collante en zone euro pour des questions de rigidité, etc. Je veux dire, ça c'est le cœur de leur mandat. Donc, je veux dire, c'est pas la Fed qui les omnubile non plus au quotidien. Pour l'instant, les chiffres donne à Madame Lagarde raison de pouvoir baisser, puisque les négociations salariales du T4 par rapport au T3, on va dans le bon sens. Elle attend celle du premier trimestre là. Après, elle aura toutes les raisons pour acter. Alors, elle a moins un mandat de croissance, on est d'accord, mais non, parce qu'il y a la dynamique et puis il y a le niveau. Oui, c'est ça. Les salaires, mais à 4,5 de salaire, avec le peu de productivité qu'on a. Pour eux, je suis pas sûr que ça colle avec l'idée de... Il y a quand même une urgence au niveau macro, la croissance et puis des conditions financières, en fait. Moi, je suis... Autant il n'y a pas urgence aux États-Unis, autant je pense qu'il y a urgence en Europe, parce que... la croissance, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas moins non plus, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas, quoi. En Europe ? Oui, mais il n'y en a pas moins non plus que la médiocrité habituelle, quoi. Bah oui, mais avec médiocrité habituelle, vous aviez des taux négatifs. Là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effondrement de la croissance. Bah non, mais à un moment donné, pour supporter la dette, il va bien falloir ou vous baissez le coût de la dette, ou vous faites davantage de croissance. Il y a pas, ou alors vous faites défaut. Enfin, la réponse de la BCE. Ou alors vous faites une guerre. Mesdames, messieurs les gouvernants, débrouillez-vous, faites des réformes. Oui, mais mais... ok. Non, je pense qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a un niveau d'urgence sur la croissance économique qui pousserait, pour la BCE en tout cas... Quand vous êtes une petite PME ou une petite société, pour vous faire refinancer, c'est compliqué. Ouais. Donc, parce que là, tant que c'est du L'Oréal, Saint-Gobain, ça va, mais en dessous, l'économie, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc... là, encore une fois, si vous commencez à baisser votre taux, les banques vous suivent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une vision. La production de crédit repart. C'est une vision qu'il faut. C'est-à-dire que là, on dit, on est encore en train de disserter. Est-ce qu'elle va baisser, pas baisser ? Ça va pas. On baisse et puis on voit. Et ça vous donne de la visibilité. De l'économie, c'est ça. C'est la visibilité, point. Le reste... Bon, à propos de visibilité, sur les marchés, comment on s'organise, Kevin en fait, la question, c'est comment on gère le risque de concentration. Eric le disait très bien tout à l'heure. Je veux dire, avec Nvidia qui prend encore 2% tous les jours et le reste du marché qui fait rien, comment on a envie d'être positionné ? On ne peut pas être complètement absent, j'imagine, de l'histoire de croissance américaine et donc de l'innovation et donc de la tech américaine. J'imagine qu'il faut forcément en avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en face ? Tout dépend de votre mandat. Je pense qu'on a une vraie différenciation ensemble. Dans les mandats, dans la gestion privée qu'on va avoir, on n'a pas les mêmes difficultés que les vôtres, sûrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de benchmark et on porte des positions small limit depuis trop longtemps, sûrement. Et on continue d'en porter et on continue d'en rentrer. Donc typiquement, on continue toujours cet emblème de diversification parce qu'on est des piqueurs sur la partie action et donc on va continuer de ce point de vue-là. Mais on n'a pas la même problématique. On s'entend bien là-dessus. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre cette diversification ? Parce qu'on a une vue qui est un peu plus longue, parce que nos clients nous font confiance, parce qu'ils ont un peu plus de temps sûrement qu'en gestion collective. Le point, quand on achète de l'action aujourd'hui, on a deux hypothèses, à mon avis, sous les pieds. Si on voulait synthétiser les choses, soit on achète de la progression de ratio, soit on achète globalement une progression des BPA. Si je synthétise sur ces ratios-là. Fondamentalement aujourd'hui, ce qui nous pousse en tout cas nous à nous diversifier, à pas trop être concentrés, c'est qu'encore une fois, regardant justement, si on sort encore une fois le très méga ou ces valeurs-là, ce qui nous amène encore une fois à aller voir ailleurs, c'est qu'il y a des valorisations qui nous intéressent justement sur d'autres pans qui ne portent pas aujourd'hui. Small et mid en effet nous intéresse. On a encore des valeurs qui sont beaucoup moins allantes en termes de hausse certes, mais qui ont des perspectives de croissance qui sont très importantes, même sur des segments tech d'ailleurs auxquels on ne pense pas, des plus petits.
réussite, entre guillemets, que l'on aime beaucoup. Et puis la diversification, évidemment, pour nous, encore une fois, en gestion privée, c'est encore différent. Ça passe également, comme on le disait, par du crédit. Bien sûr. Aujourd'hui, typiquement, la vraie question qu'on a posée à nos clients lors de la dernière conférence, c'est est-ce qu'on est sur un retour du 60-40 ? C'est la question qu'on peut poser, j'ai l'impression, tous les 15 ans. On n'est pas originaux là-dessus du tout, à vrai dire. Mais force est de constater que croissance, inflation, ce sont les deux déterminants historiques de la corrélation. On a une vraie difficulté ces 2 dernières années. On a été touché évidemment par cela. Les balance portfolio étaient non pas catastrophiques, mais étaient très complexes à justifier. Avec des corrélations très mouvantes. Exactement. Le principal point de cette corrélation, c'est sûrement que l'inflation est rentrée dans une volatilité, entre guillemets, de perception qui était extrêmement forte. Or, aujourd'hui, si on suit le point qu'on avait depuis le début, on a malgré tout une normalisation inflationniste. Et les données à haute fréquence, elles plaident justement également pour passer le pivot monétaire, qu'on ait justement un abaissement de cette sensibilité. Et donc, potentiellement, on peut l'espérer un retour du 60-40. Rappelons-le, un portfolio DOL, certes, mais 60-40. 2015-2020, retraité de la volatilité, on fait la même performance qu'un MSCI World. Retraité de la volatilité. Oui, bien sûr, d'accord. Le vrai découplage, il se fait en 2020. Après, on voit encore, le début 24 est assez parlant. Je pense qu'on a perdu de l'argent sur des indices agrégés obligataires, alors qu'on a continué d'en gagner effectivement largement sur les actions. Là. Oui, absolument. Oui, absolument. Donc diversification, crédit, small cap. Continuer en réalité les convictions de long terme. Je conclue là-dessus, c'est simplement se dire aujourd'hui, les dossiers de qualité qu'on a appréciés par le passé, ils n'ont pas changé du tout au tout en termes de croissance des BPA à 5 ans. Se détacher un peu de la première baisse de taux, quand, combien, etc. Quoi. Oui, parce qu'encore une fois, on ne sait pas. Donc encore une fois, aujourd'hui, on préfère présenter des dossiers à nos clients que de la macro, très concrètement. Sur le crédit, comment vous évaluez la situation à ce stade ? On le disait, les spreads tiennent très très bien, se sont même peut-être encore resserrés. On n'est plus évidemment dans les points d'entrée, j'imagine, d'il y a quelques mois en arrière. Donc ceux qui ont verrouillé du rendement, très bien. On est dans une stratégie buy and hold. Est-ce qu'il est encore temps de jouer ce genre de stratégie ou est-ce qu'il faut une approche différente aujourd'hui sur le crédit, Nicolas ? Évidemment, les spreads, si on regarde en spread, c'est vachement resserré. Donc ça, c'est indubitable. Il y a encore des poches quand même qui sont attractives, notamment les obligations financières. Certaines spécifiques obligations financières sont quand même un peu plus attractives que les non financières sur le marché de bonne qualité européen. Le marché de bonne qualité de crédit américain, ça c'est ultra méga cher. Et le marché à haut rendement, oui, il est cher aux États-Unis. En Europe, un peu meilleur marché, mais par contre, on est sur un marché dont les dynamiques et les techniques sont super favorables, notamment en Europe, puisqu'on a plutôt un univers qui est un peu dont la taille se réduit en fait. Dont la taille se réduit. Puisque la taille avait plutôt eu tendance à augmenter, et la taille se réduit parce qu'il y a des émetteurs qui montent et qui sortent du marché au rendement et qui sont des rising stars, et puis d'autres qui sortent. Donc on a un marché qui est quand même plutôt un technique positif. Un déficit d'offres, quoi, d'une certaine manière. Un déficit, une offre réduite. Les investisseurs qui sont toujours friands d'un niveau de taux absolu. Donc, quand on est dessus, est-ce qu'on veut sortir ? Non. Par contre, est-ce qu'il y a plus de dispersion ? Oui, il y a de la dispersion. Il y a eu des secteurs qui ont été très chahutés l'année passée, comme l'immobilier, le real estate, sur les marchés actions, mais aussi sur les marchés obligataires à haut rendement. Et là, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de repricing. Il y a des sociétés quand même il y a eu pas mal d'histoires spécifiques. Donc oui, il y a de la dispersion. Et ça, c'est plutôt bien pour la gestion active que nous déployons. Donc sur le crédit européen, on reste plutôt à l'achat s'il y a des opportunités buy the dip. Pour vraiment dire on vend, il faut être dans une autre dynamique. C'est-à-dire une dynamique où on est vraiment où on a vraiment un fort ralentissement de la croissance, une augmentation des taux de défaut. Il y a une augmentation de taux de défaut. Mais et la croissance nulle telle qu'on l'observe au global pour la zone euro, c'est pas un environnement délétère pour ces marchés de crédit aujourd'hui? Pour l'instant, non. Parce qu'en plus, il y a toujours, c'est vrai, on revient à la pointe que les gens s'attendent à ces baisses de taux de la Banque Centrale Européenne et que du coup, l'investissement obligataire est attractif et le marché du rendement, il reste un marché qui est relativement intéressant en Europe. Aux États-Unis, par contre, c'est vrai, le crédit américain pour un investisseur européen, c'est vraiment très cher. C'est vraiment Donc voilà, il y a encore des, mais c'est vrai, c'est devenu en spread assez cher. Donc c'est pas le moment d'en remettre, mais si on en a,
Je pense qu'il Ça faut se le garde, garder. bien sûr. Par contre, est-ce qu'on peut diversifier sur des produits qui sont un peu plus actifs? Nous, on a des produits qui sont du long short, qui font de la gestion un peu décorrélée. Ça, c'est un environnement Ouais, je comprends. qui va être plus intéressant pour nous. Gestion plus active. Parce qu'on a un coussin de liquidité qui est élevé, on a du 4% maintenant au niveau de liquidité, et si on rajoute un peu d'alpha avec de la dispersion, Ouais. là on a un setup, on a un environnement, un écosystème qui va être Favorable à ce genre type de stratégie, ouais. qui avait été D'accord. beaucoup de succès dans les années passées, Ouais. les dernières années un peu moins, et là je pense que c'est une bonne façon de re-rentrer dans le marché du crédit. Toujours pas d'obligation. Ouais. Parce qu'il y a trop de risques pour moi, et puis Ouais. avec mon 4% monétaire, je suis très bien. Ouais. C'est pour ça que C'est ça. Ah non, mais une baisse des taux, tout à fait. serait, voilà, Bien ça sûr. me permettrait de me bouger et puis d'aller trouver autre chose. Oui, oui. Donc mon cash en monétaire, il le reste en stock picking action. Par contre, là, depuis un mois ou deux, j'ai de quoi travailler. Ah Donc oui. ça, c'est bien. Ah oui, C'est ah quoi oui, les c'est nouvelles revenu. idées alors? Bah sur les grosses, vous avez une vol qui est impressionnante. Hein. On parlait d'Assaut Aviation, Ouais. 194 hier, moins de 180 aujourd'hui. Donc même sur. Par contre, ce que je faisais, donc c'est ce que je faisais sur les mid et small. Ça a disparu. Maintenant, je le fais sur les grosses pour éviter le manque de liquidité et surtout On voit des réactions changement. de marché encore. Là, c'était la phase des publications, mais il y a eu quand même des réactions de marché. Ah bah, alors, je parle en ouais. spécifique. Peut-être qu'au global, les stratégistes me diront que l'amplitude du price action était très faible, ou j'en sais rien. Mais sur certaines valeurs, on a gagner, tous en tête. 7% de jour. Hein. Enfin, Oui. c'est 2 ans de monétaire. Hein. Importante. L'amplitude moyenne, sur le les price derniers action était résultats plus du important. C4, ouais, D'accord. plus important. Oui. Alors j'ai donné US en tête. Mon intuition n'était pas ah tout oui, à fait- Absolument. ouais, ouais. Et notamment à la baisse. En fait, Et à la c'est baisse les notamment. déceptions, ça, c'est assez Ouais, facile. bien sûr. Les déceptions ont quasiment doublé sur les amplitudes. Absolument. Mais ça montre l'idée que le marché est bien pricé, en tout cas pricé pour la perfection, j'en sais rien, mais pour Bien pricé. pour de bonnes choses, quoi. Absolument. Ouais, effectivement. Juste un mot peut-être pour sortir de nos marchés. Est-ce que la sphère émergente présente des intérêts pour vous aujourd'hui en gestion privée, Kevin? Est-ce qu'il y a de l'appétit de la part des clients pour la sphère émergente aujourd'hui, plus que d'habitude ou pas forcément? Oui, il y en a. Il y a de l'appétit. Il y a de l'appétit de la part de nos clients aussi dans le questionnement, en réalité. Mais la sphère émergente pose un problème, c'est que parler d'émergence, c'est parler de beaucoup d'hétérogénéité. Donc là encore, il faut choisir ses combats. Aujourd'hui, le point sur les émergents de notre point de vue, au risque d'être redondant, c'est une question de flux, et donc on a tendance, quand on veut faire des émergents, à suivre les flux, très malheureusement, parce qu'on n'a pas envie justement de se prendre un pied dans le tapis, et donc très concrètement, Inde, Vietnam, si on doit rester en Asie, restent entre guillemets ceux que l'on regarde le plus. Je m'arrêterai quasiment là. D'accord. Aujourd'hui, le conseil que l'on conserve au sein de nos portefeuilles, c'est celui d'être à l'écart. Aujourd'hui, on a moins de visibilité de notre côté en termes de macro, notamment. Et donc, de ce point de vue-là, très majoritairement, les émergents ne sont pas en portefeuille. Autant je garde mes small et mid, autant je T'entends, oui, bah voilà, c'est déjà une bonne source de diversification, effectivement. Sur la partie obligataire, taux, crédit, les émergents présentent de l'intérêt aujourd'hui, Nicolas? C'est devenu c'est quand même assez cher, donc on n'est pas D'accord. spécialement. Par contre, c'est vrai que sur les actions, le monde émergent, on reste très prudent sur la Chine, malgré le rebond. Structurellement, on pense que ça C'est un reste peu la quand même- question sous-jacente quand Ouais, on parle bien des sûr, émergents, ça mais reste compliqué. Par contre, des fonds, nous on est en train de travailler sur des fonds, des stratégies d'actions émergentes hors Chine. Et là, il y a pas mal d'intérêt et ça ouvre quand même des belles perspectives, c'est diversifiant. Et ben j'aurais été contrariant jusqu'au bout, hein, parce que Pas moi, je suis revenu d'émergents sur la Chine. Ah si, vous êtes revenu sur la Chine. Depuis Ah oui, un mois déjà. ah oui, On a déjà d'accord. parlé le Pardon, mois autant dernier. pour moi, Eric. Non, mais J'ai oublié. pour une raison. non, mais. Non, mais oui. Non, pourquoi Mais c'est bien, ça a pris 10% en un mois. Oui, oui, enfin, Voilà. oui, Mais vous donc- gardez ou pas? Ah oui, je garde encore. D'accord. Oui. Alors pourquoi? Parce que d'abord, tout le monde est parti, donc c'est déjà une bonne raison. Non, simplement parce que je pense que les politiques chinois ne peuvent pas se permettre d'avoir un marché financier Qui se crache ou qui qui se crache, continue de se cracher. qui est Oui. au plus bas, sachant Oui. que l'épargnant chinois a été rincé avec le marché immobilier et que s'il veut faire repartir son économie, il faut d'abord C'est une faire digue qui confiance. ne peut pas sauter, quoi. Exact, voilà. Et comme ils ont annoncé qu'ils allaient manipuler eux-mêmes le marché, donc je profite de leur manipulation de marché. Je leur rends hommage, je crois que c'était Société Générale. Il montrait, parce que donc le patron du Watchdog, enfin de l'autorité des marchés financiers chinois a été viré en fin d'année dernière, et il montrait que chaque fois que le patron de l'autorité des marchés financiers avait été remercié, le marché prenait 25% derrière. Ah, bon, il nous reste 15 alors. Oui, ben voilà, c'est un peu l'idée. Mais c'est juste pour Oui, mais c'est stratégique. diversification tactique, etc. Merci Doit-on beaucoup. considérer la Chine comme un émergent?
En tout cas, on la considère à part dans les émergents aujourd'hui. Je crois que c'est une classe d'actifs à part entière, la Chine, désormais, effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage et votre participation à Planète Marché ce soir. Kevin Lenouaille, qui était avec nous, directeur associé chez Avantgarde Family Office, Éric Venette, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Nicolas Forest, directeur des investissements de Candriam.